participation entière et intégrale de la population à la base. Nous sommes dans une situation où il faut composer la sécurité à l'échelle locale. Et cette composition de la sécurité à l'échelle locale passe forcément par la capacité à mobiliser l'ensemble des forces qui peuvent accompagner l'armée dans l'accomplissement de sa mission. Et donc, vous voyez, le système d'alerte, tout de suite après l'attaque, après toute l'actualité sur l'attaque, les différentes vidéos qui commencent par être diffusées par les terreaux, des vidéos qui menacent les populations pour une quelconque participation aux côtés de l'armée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les populations constituent quand même une force sur laquelle on peut s'appuyer pour détecter ceux-là qui sont là et qui sont encore cachés et assurer quand même la sécurité globale du territoire, bien entendu, en rassurant les populations. Vous vous rappelez, à l'occasion de la première attaque à Kaouba, j'avais dit que le but était vraiment de faire un effet peur à la population. Quand on regarde, quand la façon dont ça s'est passé du côté du Burkina, moi j'étais allé après Diabaga, un certain nombre de localités, échanger avec les gens pour reconstituer un peu l'historique de ce phénomène. C'est exactement le même mécanisme qui est mis en place. Donc on a l'avantage du quart venu. Ça va nous permettre quoi? De nous inspirer un peu de la façon dont les choses sont passées de l'autre côté et de mobiliser l'ensemble des forces à mobiliser pour faire face à cette réalité-là qui nous engraine. Merci à vous, professeur Aboubakari Moro. Je rappelle que vous êtes enseignant, chercheur et directeur du LASMO à l'université d'Abomey-Calavi. Merci de votre intervention dans Actu Matin de ce mercredi. Très bonne journée à vous. Et dans la suite de votre émission, mon second invité est déjà installé. On parle éducation, après sécurité. Alessandre Adjilan, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes secrétaire général du syndicat national des enseignants du secondaire et technique de la formation professionnelle. Le gouvernement, à travers le directeur général du budget, a annoncé 3 critères dans le cadre de la sélection des AME pouvant bénéficier du revêtement en ACDPE. On peut se frotter les mains, n'est-ce pas, que finalement, nous y sommes à ce revêtement qui était très attendu. Merci. Avant d'aborder le sujet, je voudrais d'abord souhaiter une bonne et heureuse année 2025 à toutes les Béninoises et à tous les Béninois et surtout aux acteurs du système éducatif et profiter également pour présenter les condoléances aux familles de nos soldats tombés au front. Et cela dit, il faut rappeler que le reversement des AME en agents contractuels de droit public de l'État est d'une nécessité absolue dans la mesure où chaque année, des centaines d'enseignants agents de l'État font valoir leur droit à une pension de retraite. Et par rapport à ce reversement, c'est vrai que le gouvernement a annoncé des critères. Il y en a essentiellement 3. Il y a le critère lié à l'âge, le critère lié à la moyenne et le critère lié au diplôme. Lorsque nous prenons le premier critère relatif à l'âge, le gouvernement souhaite prendre en compte ceux qui sont déjà proches de la retraite. Peut-être ceux qui sont à 5 ans de la retraite, peut-être à 10 ans de la retraite. Nous allons analyser les critères au cas par cas. Ça vous pose un problème, ces critères posés par le gouvernement pour faire le revêtement? Non, mais lorsqu'on analyse ces critères-là, par exemple le premier critère lié à l'âge, on ne peut pas, dans un processus de reversement, privilégier ceux qui sont peut-être à 5 ans de la retraite, alors qu'il y a des jeunes qui exercent ce métier-là, qui sont dans le système de la vacation d'abord, pendant un certain nombre d'années, qui ont commencé l'aspiranat depuis bientôt 6 ans. On ne peut pas vouloir reverser et prendre
ceux qui sont les plus âgés. Cela veut dire que le gouvernement veut reverser les plus âgés et ne plus avoir à payer même une pension de retraite à ceux-là, parce que lorsqu'on prend 6 ans plus 5 ans, ou peut-être ceux qui sont plus âgés n'ont forcément pas commencé en 2019. Ceux qui ont commencé en 2019 sont en train de boucler leur 6e année. Mais le Donc ce directeur critère-là, qui a énoncé ces critères, il a donné des raisons. non, ce critère n'est pas objectif. On a fait des propositions. Le STP Bénin a fait des propositions. Donc, on ne peut pas tenir compte de ce critère-là. Prendre les plus âgés, alors qu'il y a des plus jeunes qui sont expérimentés. Lorsque nous prenons le critère lié à la moyenne, pour être inscrit dans la base de données, il faut avoir obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10. Parce qu'il s'agit d'un test pour être admis dans la base de données. Et lorsqu'on est inscrit dans la base de données, on considère que l'intéressé a atteint le seuil requis et c'est sur cette base qu'on déploie les AME qui sont inscrits dans la base. Le déploiement ne tient pas compte des moyennes obtenues par ordre de mérite. La preuve, il y a des AME qui ont obtenu une moyenne inférieure, par exemple, à 12 ou à 14, qui sont déjà déployés. Mais il y en a d'autres, compte tenu des besoins qui se font sentir dans les différentes disciplines. Il y en a d'autres qui ont obtenu de bonnes moyennes, mais qui ne sont pas encore déployés. Donc, on ne peut pas changer les règles du jeu au cours du jeu. Le déploiement ne se faisait pas sur la base des fortes moyennes obtenues par les AME inscrits dans la base. L'autre critère lié au diplôme professionnel. Mais il faut dire que le gouvernement déploie prioritairement même les AME qui sont titulaires de diplômes académiques. Parce que ceux qui ont des diplômes professionnels sont mieux payés. C'est vrai, ce qu'on paye aux AME ne correspond pas encore à leurs diplômes respectifs, mais le gouvernement déploie prioritairement ceux qui sont titulaires de diplômes académiques. Et il y en a qui ont déjà commencé depuis l'année scolaire 2019-2020. Il y a d'autres qui, en cours de carrière, ont obtenu des diplômes professionnels. Mais le même gouvernement n'est pas prêt à reconnaître ces diplômes professionnels parce que cela va engendrer des coûts supplémentaires. Mais dans le même temps, on dit qu'on veut privilégier ceux qui ont obtenu les diplômes professionnels. C'est une manière d'exclure le grand nombre. Et lorsque nous prenons ces trois critères-là, aucun AME ne peut remplir à la fois ces trois critères. Même si on les prenait séparément, ces critères allaient exclure le grand nombre. Donc, nous avons fait des propositions pour dire... Avant les propositions, quand nous prenons ces critères, n'est-ce pas, ça touche forcément des AME, des Béninois, qu'on le veuille ou non, qu'ils soient en âge, qu'ils aient un diplôme ou qu'ils aient une moyenne, c'est quand même des AME. Non, mais ce qu'on est en train de dire par rapport à ces critères-là, ce n'est pas objectif. On ne peut pas, lorsqu'on prend quelqu'un qui a commencé l'aspirana au titre de l'année scolaire 2024-2025 par exemple, il est à 5 ans de la retraite. On le sélectionne pour qu'il bénéficie du reversement. Un autre jeune qui a 30 ans, 35 ans par exemple, a commencé depuis l'année scolaire 2019-2020 et est en train de totaliser 6 ans d'expérience. Mais où se trouve la justice à ce niveau-là? Au moment où quelqu'un a déjà bouclé 5 ans, on prend celui qui vient de commencer parce qu'il est plus âgé. Il n'y a rien d'objectif à ce niveau. Et il faut rappeler que le porte-parole du gouvernement... Est-ce que pour le gouvernement, ce n'est peut-être pas une idée d'aller de façon progressive? On fait avec un nombre en donnant ces critères et puis après on va évoluer avec le reste? Non, ces critères-là ne sont pas objectifs. Il faut dire que... Mais quand vous faites le point à votre niveau, ça touche combien de personnes avec ces critères? Non, je crois que ça ne peut même pas prendre en compte l'effectif de ceux qui ont commencé au titre de l'année scolaire 2019-2020. Est-ce que vous voyez? Mais il faut rappeler que le porte-parole du gouvernement a déjà évoqué un critère qui nous paraît plus objectif.
il s'agit de l'ancienneté. Le porte-parole du gouvernement, en annonçant le reversement, a indiqué clairement que le gouvernement va tenir compte de ces AME qui ont déjà totalisé au moins 3 années d'expérience dans l'aspirana. Et lorsque nous prenons le début du processus de l'aspirana, qui est l'année scolaire 2019-2020, il faut dire que en 2022-2023, les AME qui ont démarré ont déjà totalisé 3 années d'expérience. Donc, nous sommes maintenant en 2024-2025. Ça veut dire que en 2023, il y en a qui ont déjà totalisé les 3 ans. 2024, il y a une autre vague. 2022 déjà, c'est-à-dire 2021-2022, parce que 19-20, ça fait 1 an. 20-21, ça fait 2 ans. 21-22, ça fait 3 ans. Donc, 22-23, une autre vague remplit les critères. 23-24, une autre vague remplit les critères. 24-25, une autre vague remplit les critères. Donc, si on doit s'en tenir aux critères de 3 ans d'ancienneté, il y a déjà 4 vagues en attente. Le souhait, parce que le directeur général du budget a évoqué un chiffre, il a parlé de 31 270 AME pour le compte des enseignements maternels et primaires, et également les enseignements secondaires techniques et la formation professionnelle. Donc, le souhait, c'est qu'on puisse reverser tous ces AME-là, parce que c'est grâce à ces AME et vous pensez que ce n'est pas aussi le souhait du système gouvernement éducatif C'est aussi le souhait du gouvernement, vous ne pensez pas? Bon, si c'est le souhait du gouvernement, ça veut dire que nous sommes en harmonie et nous n'attendons que ce reversement devienne une réalité. Maintenant, vous avez fait des propositions? À défaut, parce que ce qui va soulager tout le peuple béninois et le système éducatif, c'est de reverser tous ces AME-là. Parce que, je l'ai dit, dans chaque famille, il y a au moins un AME, qu'il soit du primaire ou du secondaire. Même dans la famille du chef de l'État, il y a des AME. Donc, le mieux, c'est de procéder à leur reversement et ce sera à l'actif de ce gouvernement-là. Et pour le faire, il faut prendre un décret. On nous a dit qu'il y a un comité interministériel. Est-ce que vous proposez? Oui, parce qu'on ne peut pas procéder à un reversement dans le vide. Il y a eu des reversements par le passé. Les ex-contractuels locaux, les communautaires et dans d'autres ministères, ceux qui étaient en service jusqu'au 31 décembre 2007 ont bénéficié d'un reversement dont la date d'effet est le 1er janvier 2008. Et tous ceux qui étaient en service en ce moment ont été reversés au niveau du secteur de l'éducation et au niveau des autres ministères et institutions de l'État. Donc, ce n'est pas pour la première fois qu'on veut procéder à un reversement dans notre pays. Et cet effectif-là, c'est un effectif non moins important, l'effectif de ceux qui ont bénéficié de ce reversement à partir du 1er janvier 2008. Donc, de la même manière, le souhait est qu'un décret soit pris. On doit prendre un décret et dans ce décret, on doit définir les critères et considérer que l'aspirana, c'est une préinsertion. Le décret doit préciser clairement que l'aspirana est une préinsertion qui va aboutir finalement à un reversement. Et les critères de sélection sont connus. Il faut avoir obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10. La prise d'un décret. La prise d'un décret. Ensuite, après avoir pris le décret qui définit clairement les modalités de gestion du système de l'aspirana, qui est l'antichambre du passage du statut d'AME au statut d'agent contractuel de droit public de l'État, on doit maintenant commencer ce reversement. Et le début de ce reversement doit être l'année scolaire 2019-2020, parce que c'est cette année que l'aspirana a démarré. Donc, le souhait, c'est qu'on reverse tout le monde, mais à défaut de reverser tout le monde, il faut démarrer le processus et reverser les 4 vagues qui remplissent déjà les critères, c'est-à-dire ceux qui ont commencé en 2019-2020, ceux qui ont commencé en 2020-2021, ceux qui ont commencé en 2021-2022, et puis ceux qui ont commencé en 2022-2023. Ceux-là, déjà, nous sommes en 2025. Il y a
4 vagues qui remplissent déjà les conditions pour être reversées. Qu'on procède au reversement de ces 4 vagues-là. Et là, ça va rassurer les autres qui n'ont pas encore totalisé les 3 ans d'ancienneté. Et cette proposition que nous faisons ne vient pas de nous. Et c'est le porte-parole du gouvernement qui l'a évoqué 3 ans plus tôt. Et nous estimons qu'il est normal de tenir compte de ce critère-là. Parce que quand on va prendre le critère d'ancienneté, on va retrouver des plus âgés dedans, on va retrouver des plus jeunes dedans, on va retrouver des titulaires de diplômes professionnels et également des titulaires de diplômes académiques. Donc, pour que ce reversement soit juste et équitable, il est normal qu'on tienne compte du critère d'ancienneté pour reverser les 4 vagues, et cela va permettre à ceux qui continuent de servir le système, parce que il faut le dire, hein, il y en a qui sont décédés, il y a d'autres qui ont abandonné, qui ont voyagé, compte tenu des conditions difficiles. Parce que c'est vrai, le gouvernement a fait des efforts en payant 12 mois sur 12 aux AME, en permettant, et conformément à la loi portant Code de sécurité sociale en République du Bénin, en permettant aux AME femmes qui donnent la vie de bénéficier aussi des congés de maternité comme leurs collègues agents de l'État. Mais ces efforts-là ne suffisent pas. Il faut procéder au reversement parce que les AME qui sont du sous-secteur des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle sont surchargés. C'est vrai, on leur paye 12 mois sur 12, mais on les surexploite, si bien que beaucoup abandonnent. Ce sont les 26 heures qui ne respectent pas en réalité les tests en vigueur. Voilà. Donc, il faut corriger ces choses-là. On vous aura compris. Il faut les reverser pour le bonheur du système éducatif béninois. Merci à vous, Alessandre Adjilan. Vous êtes secrétaire général du syndicat national des enseignants du secondaire technique et de la formation professionnelle. Merci d'être passé sur Actu matin. Très bonne journée à vous. Merci bien, monsieur. À très bientôt. Merci. Dans la deuxième partie de cette émission, nous allons passer un autre appel, cette fois-ci à Jacques Degbé pour sa rubrique économie, ensuite le forum de discussion et puis la revue de presse. Ici, on décrypte, on analyse et on commente tout avec nos invités sous différents formats. Le maître à jouer de la majorité présidentielle sème davantage le doute et la confusion. L'intérêt de la nation est un cran au-dessus de nos intérêts personnels. Nous sommes en Afrique noire majoritairement des peuples colonisés. Ça veut dire que quelque part, on a effacé notre mémoire et on nous a imposé notre idéologie. Je ne pense pas que les manifestations avec des groupes aussi bien organisés que sont les centrales syndicales notamment, puissent constituer une menace pour un pouvoir. On est bien d'accord. Que comprendre de ces deux terminologies? La liberté doit être forcément encadrée, voire restreinte s'il le faut, pour conserver l'ordre public. Nous ne sommes pas des présidents, nous sommes des procédures. Oui, nous devons avoir... Le Gaiman est un acteur cybercriminel qui utilise illégalement les nouveaux systèmes informatiques pour soutirer de l'argent aux paisibles citoyens en les escroquant ou en les volant. Une telle activité est une infraction à la loi et est passible de sanctions contre les acteurs et leurs complices, parents, amis, religieux, spiritualistes et charlatans. Ne soyons pas naïfs. Il n'y a pas de réussite sociale sans effort. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61 ou le 63 09 51 62, le 65 48 78 114 ou écrivez-nous à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. La cybercriminalité est un fléau à l'antipode du développement socio-économique durable et de la crédibilité de notre pays. Ne permettons pas aux cybercriminels et Gaiman
de salir la réputation de notre pays et de ruiner nos efforts collectifs en faisant fuir les investisseurs. Ensemble, combattons la cybercriminalité en dénonçant les Gaiman. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61, 63 09 51 62, 65 48, 78 74 ou écrivez à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. Quelle est la situation à la date d'aujourd'hui au niveau de nos frontières? À date d'aujourd'hui, nous pouvons dire que nos frontières se portent bien. Au niveau de nos frontières, on s'est contenté de défendre simplement les territoires. Il y a eu des efforts qui ont été faits. Malgré ça, il y a eu quand même des frappes des présumés djihadistes que nous avons enregistrés récemment. En quoi nous sommes responsables? Si chaque Béninois ou chaque ressortissant de ces communes pouvait aller construire une chambre couchée de salon pour que quand on affecte quelqu'un là-bas, il puisse dormir en paix, on n'aurait pas cette situation. Aujourd'hui, au sein de l'opinion africaine, la CEDEAO est très critiquée. Vous savez, j'ai un problème parce que je sais, et nous savons tous, comment la CEDEAO est née. Mais quelles sont les pistes de solutions pour un retour à la normale? Dans les deux cas, qu'on reprenne le contact. Ils sont moins abrités de civisme et de patriotisme, ces Béninois. Lorsqu'on regarde globalement, on se rend compte quand même qu'il y a du travail à faire. Ici, on décrypte, on analyse et on commente tout avec nos invités sous différents formats. Le maître à jouer de la majorité présidentielle sème davantage le doute et la confusion. L'intérêt de la nation est un cran au-dessus de nos intérêts personnels. Nous sommes en Afrique noire majoritairement des peuples colonisés. Ça veut dire que quelque part, on a effacé notre mémoire et on nous a imposé notre idéologie. Je ne pense pas que les manifestations avec des groupes aussi bien organisés que sont les centrales syndicales notamment, puissent constituer une menace pour un pouvoir. On est bien d'accord. Que comprendre de ces deux terminologies? La liberté doit être forcément encadrée, voire restreinte s'il le faut, pour conserver l'ordre public. Monsieur le Président, motion de procédure. Oui, nous devons avoir... Le Gaiman est un acteur cybercriminel qui utilise illégalement les nouveaux systèmes informatiques pour soutirer de l'argent aux paisibles citoyens en les escroquant ou en les volant. Une telle activité est une infraction à la loi et est passible de sanctions contre les acteurs et leurs complices, parents, amis, religieux, spiritualistes et charlatans. Ne soyons pas naïfs. Il n'y a pas de réussite sociale sans effort. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61 ou le 63 09 51 62, le 65 48 78 74 ou écrivez-nous à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. La cybercriminalité est un fléau à l'antipode du développement socio-économique durable et de la crédibilité de notre pays. Ne permettons pas aux cybercriminels et Gaiman de salir la réputation de notre pays et de ruiner nos efforts collectifs en faisant fuir les investisseurs. Ensemble, combattons la cybercriminalité en dénonçant les Gaiman. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61, 63 09 51 62, 65 48 78 74 ou écrivez à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj.
La rubrique économie de ce mercredi, on parle du nouveau mécanisme de commercialisation du soja grain au Bénin. Plus rien ne se passe en effet comme avant dans la vente de cette céréale. Je suis en ligne avec Jacques Degbé, journaliste spécialiste des questions économiques à la radio Fraternité de Parakou. Jacques, bonjour. Bonjour Eric, bonjour Canada Bénin. Alors dites-nous, qu'est-ce qui change désormais ou quelle est la nouvelle procédure à suivre par le producteur pour vendre son soja? Oui, il faut tout simplement oublier les anciennes pratiques et les règles du jeu ont changé depuis cette année, depuis cette campagne de commercialisation 2024-2025 de soja. Alors, quelle est la nouvelle donne? Eh bien, a priori, le producteur ne peut plus prendre son sac de soja et aller le vendre aux commerçants du village ou du quartier. Il existe désormais un mécanisme transitoire avec la naissance de l'interprofession soja en octobre dernier dans la commercialisation de cette céréale. Ce nouveau mécanisme est basé essentiellement sur ce qu'on appelle les coopératives communales de producteurs de soja, les CCPS en abrégé, mises en place par l'UNCPS, l'Union nationale des coopératives de producteurs de soja, présentes dans 61 des 117 communes du Bénin. Eh bien, les CCPS sont chargés de travailler à la mobilisation des stocks dans des magasins pré-identifiés à cet effet, 3 magasins par commune, et c'est dans ces magasins que les producteurs envoient désormais leur soja sur place. Il y a un comité qui se charge d'accueillir le producteur et de vérifier la qualité du soja. Lorsqu'au niveau des magasins, la quantité de soja atteint 1 ou 2 chargements de camions, eh bien l'UNCPS fait appel aux acheteurs qui ne sont désormais que de grandes entreprises transformatrices. Vous avez par exemple aussi UDN, groupe Veto Service ou encore Agrisport. Ces entreprises procèdent à une deuxième vérification de la qualité du soja. Ce n'est qu'après cela qu'ils vont délivrer 3 documents au producteur, des fiches grâce auxquelles le producteur sera payé auprès des structures financières décentralisées, les SFD en abrégé, et ceci en partenariat avec l'UNCPS. 2 structures de microfinance sont pour l'instant associées au processus, à savoir TEPCO, Bethesda et Comuba. Eh bien, les explications que nous ont fournies par exemple les responsables de l'UNCPS, notamment Jacques Tayora, qui est le coordonnateur national crédit achat intrant au niveau de l'UNCPS, eh bien, la procédure ne dure qu'à peine 24 heures, c'est-à-dire à partir du moment où les entreprises, les acheteurs, CPBN par exemple, entrent dans la danse, la procédure ne dure que 24 heures, donc tout est mis en œuvre pour que le producteur soit satisfait au plus vite. Vous l'avez compris, c'est une procédure, on va dire, beaucoup plus fastidieuse, beaucoup plus longue, une procédure qui implique 4 grands groupes d'acteurs que sont les producteurs, l'UNCPS à travers les CCPS, les acheteurs et les structures financières décentralisées. Alors, seulement 3 magasins, dites-vous, par commune pour la campagne de commercialisation. N'est-ce pas trop peu ou insuffisant par rapport à l'étendue de nos communes? Oui, ça c'est une très belle remarque. Parcourir 10, 15, 20 km, voire même plus, pour transporter son soja dans un magasin, c'est beaucoup plus complexe pour les sojaculteurs. Les responsables de l'Union nationale des coopératives de producteurs de soja en sont d'ailleurs conscients. L'objectif dans le futur est de disposer d'un magasin par village, c'est-à-dire dans chaque village, il y aura un magasin dans lequel le producteur pourra donc amener son soja pour la vente. Pour l'instant, les producteurs doivent un peu souffrir pour rallier l'un des 3 magasins installés dans leur commune, attendre ensuite les différentes étapes de validation jusqu'au SFD avant d'être payés. C'est un peu comme la filière coton, comme cela se passe avec les cotonculteurs. Il faut passer par les coopératives villageoises de producteurs de coton. Cela va également être le cas progressivement au niveau de la filière soja. Voilà donc les explications surtout que nous avons eues des responsables de l'UNCPS sur place ici à Parakou. 2 autres questions avant de finir. Que gagne réellement le producteur à vendre son produit au niveau de ces magasins mis en place par l'interprofession? Ah oui, le processus est certes complexe, mais il comporte tout de même des avantages pour les producteurs.
D'abord, au niveau du prix, le kilogramme du soja est actuellement à 275 francs CFA et c'est un prix fixe selon les informations que nous avons eues. Au niveau des magasins, ceci est loin des 200-225 francs CFA maxi auxquels les commerçants avaient l'habitude de leur acheter le soja. Certes, il y a des dépenses à effectuer pour amener le soja au niveau des magasins, mais globalement, tout calcul fait, eh bien, le producteur devrait tirer son épingle du jeu, en tout cas plus que par le passé. Au-delà de ça, le nouveau mécanisme, j'allais dire, permet d'assainir un peu la filière, tout le mécanisme de contrôle mis en place au niveau de la filière, permet de connaître, par exemple, la quantité produite. Avant, on n'avait pas des statistiques fiables, mais avec ce nouveau mécanisme, on devrait désormais avoir des statistiques fiables au niveau de la filière. La qualité également est améliorée. Vous avez vu, il y a quand même des étapes pour contrôler la qualité, déjà au niveau des magasins, mais également les entreprises acheteurs, comme je l'ai dit, Sipu Bénin ou à Agrisport, qui contrôlent également la qualité du soja qui leur est vendu avant de délivrer les fiches pour que le producteur soit payé. Donc, il y a quand même une certaine, je vais dire, un certain assainissement désormais au niveau de cette filière, et c'est de bonne guerre. Et aussi les transports, ou du moins c'est les commerçants. Oui, voilà, qu'est-ce qu'ils deviennent? Allô? Les commerçants, qu'est-ce qu'ils deviennent? Oui, et c'est là également une grosse question qu'il faut se poser. Il faut dire qu'ils sont pratiquement en train de disparaître de la filière, ça il faut oser le dire. Les commerçants jouaient un rôle d'intermédiaire en achetant auprès des sojaculteurs et convoyaient vers les entreprises transformatrices, mais avec le nouveau mécanisme, ils sont supprimés de la filière. Le producteur lui-même se charge de transporter son soja vers les magasins. C'est vrai que cela ne les arrange pas. Ils ont d'ailleurs plaidé à plusieurs reprises à travers des sorties médiatiques pour appeler à ce qu'on puisse leur réintégrer dans la filière, mais pour l'instant, leurs critiques ne sont visiblement pas entendues par les autorités. Bref, c'est une nouvelle dynamique dans la filière et ce sera visiblement sans les commerçants. Alors, Jacques Degbé, qu'en est-il de la rumeur sur une supposée fiche de convoyage qui serait exigée aux producteurs? Oui, et cette rumeur avait fait grand bruit il y a quelques semaines, quelques mois, des producteurs auxquels on exigerait une fiche de convoyage déjà, même avant qu'ils ne transportent le soja de leur champ pour leur domicile, mais également pour aller vers les différents magasins. Eh bien, cette rumeur a été démenti, et mieux, il n'y a plus d'obstacles à l'intérieur du pays. Lorsque vous avez votre soja, vous pouvez le transporter partout à l'intérieur du pays, sauf à ne pas à ne pas traverser les frontières nationales. C'est à partir du moment où vous décidez de traverser les frontières nationales que vous vous retrouvez en porte-à-faux avec la loi. Donc, d'ailleurs, le président de la Chambre nationale de l'agriculture, Herman Imaliket, a apporté des clarifications à ce niveau. Plus question pour la police républicaine, plus question pour la douane béninoise de mettre la main sur un individu qui transporte le soja à l'intérieur du pays, mais à partir du moment où vous franchissez les frontières nationales, eh bien, vous vous retrouvez en porte-à-faux avec la justice. Merci à vous, Jacques Degbé. Très bonne journée à vous depuis Parakou. Merci Eric, très bonne journée également à Cotonou. Dans la suite d'Actu Matin, après la rubrique économie, nous allons installer les débatteurs.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre rubrique Une date, une histoire. Nous sommes le mercredi 15 janvier 2025. Le Gaiman est un acteur cybercriminel qui utilise illégalement les nouveaux systèmes informatiques pour soutirer de l'argent aux paisibles citoyens en les escroquant ou en les volant. Une telle activité est une infraction à la loi et est passible de sanctions contre les acteurs et leurs complices, parents, amis, religieux, spiritualistes et charlatans. Ne soyons pas naïfs. Il n'y a pas de réussite sociale sans effort. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61 ou le 63 09 51 62, le 65 48 78 114 ou écrivez-nous à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. Ils sont déjà installés. Franck, bonjour. Bonjour Eric. William Cliquant, bonjour. Bonjour Eric. Anissé Kalosoki, bonjour. Bonjour Eric. Ensemble, on va parler sécurité, la coproduction, la sécurité, un concept face à l'insécurité. Anissé Kalosoki, pourquoi la coproduction de la sécurité publique se révèle comme un impératif aujourd'hui? Je suppose parce qu'on ne peut pas assurer la sécurité de personnes qui elles-mêmes ne sont pas concernées, ne se sentent pas concernées par la sécurité et qui ne collaborent pas avec la police par un comportement citoyen ou en tout cas en partageant des informations qui permettent aux forces de défense et de sécurité de les mettre à l'abri de certains problèmes. Donc il est apparu impérieux d'associer les citoyens à cette affaire de sécurité à partir du moment où le terrorisme a donné à penser que c'est au sein de la population même que les terroristes s'installent. Et que si les collaborent avec les populations civiles. Et que si les citoyens ne se décident pas à collaborer avec les forces de défense et de sécurité, cette lutte-là sera menée avec beaucoup de difficultés sans résultat. Alors, cela fait un moment, William Cliquant, qu'on parle de cette coproduction entre forces de défense et puis populations civiles. Pensez-vous qu'il y a vraiment une parfaite compréhension du côté des citoyens de participer à cette coproduction? Justement, même avant le mal terroriste, ce sont des enjeux nouveaux. Vous savez, le monde évolue avec les défis. Vous savez, assurer la sécurité de Paris quand on construisait la Tour Eiffel, ce n'est pas la même chose que sous la Seconde Guerre mondiale et ce n'est pas la même chose qu'en pleine guerre froide ou aujourd'hui en 2025 où Paris a connu des Jeux Olympiques, a connu les attaques de 2015, a connu Bataclan et tout ce que vous connaissez, Charlie et tout ce que vous voulez. Donc le monde évolue avec ses défis, ses enjeux. De ce point de vue, la sécurité collective, la sécurité publique également est un enjeu qui se métamorphose et va au rythme de l'évolution des sociétés. Les armes ne sont plus les mêmes. Vous savez, en 80, 70, je ne sais pas s'il y avait, même si Internet était créé, je ne sais pas à quel point il était répandu pour que des sources d'insécurité viennent d'Internet. Mais aujourd'hui, vous avez l'impression que les foyers d'insécurité les plus grands et qui relèvent de la banalité, mais qui peuvent avoir les effets les plus pervers, sont peut-être sur Internet à côté de vous. Quelqu'un qui est dans sa chambre est capable, vous avez vu pendant les Voodoo Days, quelqu'un qui sur ses émotions, ses convictions a voulu mettre à mal la foi de certains et des initiatives gouvernementales organisées à frais de milliards. Donc c'est pour dire en fait, et ça par exemple c'est une source d'insécurité, c'est une source probable de violence parce que des gens qui croient Dieu comme fer dans leur fond, comme une pensée philosophique, comme une religion, comme une spiritualité, n'en démodront jamais de trouver que quelqu'un, parce qu'il a ses convictions à lui, du jour au lendemain trouve qu'il y a des choses qui peuvent attenter à la vie humaine. Donc, c'est tout normal. Maintenant, votre question était bien précise, mais est-ce que tout le monde perçoit la chose de la même façon? J'avoue que non. De loin, on a l'impression que c'est un jeu de participation
des populations à la sécurisation de la vie publique. Non, c'est pas si facile que ça. En fait, c'est Clemenceau qui disait encore, quand nous étions aux grandes heures des crises du XXe siècle, que la guerre est une chose trop sérieuse pour qu'on la laisse seulement à des gens qui ont les armes. Donc, vous savez, il y a longtemps déjà qu'on réfléchissait à aider à sécuriser les humains, à faire préserver la paix et la sécurité, pas qu'avec les armes, pas qu'avec les gens qui ont des armes en main. Mais justement, ce concept aujourd'hui qui est grandissant et qui est là, ce n'est pas tout le monde informe la police, tout le monde est un lanceur d'alerte, tout le monde est un détecteur de signes précoces. Pas du tout. La coproduction de la sécurité, ce n'est pas faire de toutes les populations au sein desquelles tapissent les fauteurs de troubles et les suspects, ou les gens pouvant être suspectés. Ce n'est pas faire de tous des sources d'information ou des collaborateurs, c'est plutôt mettre un petit système, certains filtres à l'intérieur des populations, de façon dissimulée justement, pour aider à la coopération et à la production de la sécurité de part et d'autre. Alors, Franck Arnon, ce qu'on voudrait, c'est que la question de la sécurité cesse d'être seulement l'affaire des hommes en uniforme. Absolument. Et vous savez, la question de la coproduction de la sécurité a une histoire. Je crois que selon mes recherches, cela remonte à 1997, où il y a une opération... Quelqu'un a tapé dans Google. Oui, on a cherché. Ce qu'on appelait les Dambanga, c'est-à-dire l'organisation des chasseurs, qui sont intervenus, qui est intervenu dans une localité, un village de la commune de Tchaourou, pour repousser des voyous qui opéraient dans la zone régulièrement. Alors très tôt, cela s'est étendu dans d'autres villages de la zone et ça a produit des résultats. Et vous vous rappelez qu'au temps du président Boni Yayi, on avait même associé les chasseurs, on les voyait un peu partout s'organiser pour aller dans les... Et lorsqu'il y avait un malfrat qui frappait, c'est que tous les chasseurs faisaient une chasse à la battue pour retrouver ces voyous-là qui venaient frapper, qui allaient se cacher dans les villages, à savourer et à distribuer leur butin. Et ça a porté ses fruits. Et donc, c'est de là qu'on a tiré un peu des leçons pour dire, mais si on associait davantage les populations, des groupes cibles, des groupes organisés, ils pourraient avoir plus de résultats. C'est vrai que ça a créé polémique à un moment donné parce qu'on n'arrivait plus à contrôler. Il y avait également des abus au sein de ces groupes, mais je crois que la formule a été trouvée. Et au-delà même du Bénin, je pense que dans d'autres pays, et même au plan international, je crois que la coproduction de la sécurité constitue aujourd'hui un concept qui est de plus en plus adopté. Et donc, il fallait non seulement prendre des renseignements, mais mettre également les populations au cœur de l'opérationnel, c'est-à-dire que il faut leur demander de fouiller plus, d'aller plus loin et surtout de garder un peu la confidentialité. Et c'est à ce niveau même que je pense que les forces de l'ordre se sont ouvertes aux populations. Parce qu'avant, il y avait les forces de l'ordre d'un côté, les populations de l'autre. Il y avait même une sorte de barrière, parce que dès qu'on voit des policiers même débarquer dans une ruelle, eh bien la ruelle se vide des habitants, se demandent qui on est venu chercher. Aujourd'hui, ça n'est plus de plus en plus le cas. Ça a commencé par être, quand on voit une force de l'ordre entrer dans une ruelle, on peut se rapprocher d'elle pour lui poser des questions, pour la renseigner. C'est cela. Et donc, il faut une synergie d'action, voilà le mot que je cherchais, pour essayer d'extirper ces individus-là qui perturbent la quiétude dans nos villages, dans nos contrées. Ici, Kalosoki, pour cette synergie d'action, est-ce qu'il y a des préalables? Parce qu'aujourd'hui, quand nous prenons l'exemple de ce que nous avons vécu ces derniers temps, avec les bavures que nous avons constatées, il y a une crise de confiance qui est là entre population et puis force de l'ordre. Mais pour que cela puisse marcher, il faut forcément établir un pont. Il faut établir un pont et je pense qu'autant que possible, ils essayent d'établir ce pont. En réalité, c'est que le mode opératoire des terroristes aujourd'hui, c'est de s'infiltrer complètement au sein de la population et de donner soit beaucoup d'argent ou de menacer à un point où les gens sont tellement effrayés et que plus personne n'ose donner des informations.
Et face à ça, il y avait eu toujours des difficultés pour que les forces de défense et de sécurité puissent avoir l'information juste qui leur permettrait du moins d'arrêter des personnes suspectes qui vivaient au sein de la population. Donc, dès que les forces de l'ordre aussi sont invitées à donner de l'argent ou à utiliser la même stratégie que l'ennemi. Je ne sais pas quelle est la stratégie qu'utilisent les militaires, mais je pense que ce qu'on essaye de mettre en avant, c'est que à collaborer avec des personnes qui manipulent les armes contre les citoyens. Ça fait de vous des complices. Ça fait de vous des complices. Mais est-ce que ça suffit? En leur disant juste, si vous faites ça, vous êtes complice, est-ce que ça suffit face à quelqu'un qui en face leur donne beaucoup d'argent, ou face à quelqu'un qui leur promet de les charcuter, de les découper en petits morceaux, si jamais ils avaient l'idée d'aller donner quelques informations. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, la coproduction de l'information est une réalité, c'est un concept, mais il faut avouer qu'il y a beaucoup de citoyens qui ont des réticences, parce que tout le monde se dit, si je donne l'information, on finira par savoir que c'est moi, et les terroristes vont finir par me visiter. Ça fait qu'il y a une grosse réticence. Sinon, dans la partie septentrionale du pays, nous savons tous que les terroristes qui frappent ne viennent pas que de dehors. Il y en a qui sont à l'intérieur, qui sont au sein des familles. Qui préparent peut-être le terrain. Bien sûr, au sein des familles qui vivent là ou qui viennent en séjour. Mais personne n'ose les dénoncer tout simplement parce qu'il y a des représailles et que ces représailles-là, parfois, sont d'une extrême violence. Et que ça fait que les gens se rétractent. Ce qu'on attend des populations ou l'homme cliquant, il y a un niveau de responsabilité en la matière. Parce que donner des informations, ça fait donc de ces populations aussi actrices de leur propre sécurité. Justement. Ce n'est pas facile. En fait, le rôle de tout citoyen, celui d'aider l'État à assurer sa sécurité en retour. Parce que nous sommes en contrat, hein, nous donnons une partie de nos libertés chacun. Chacun donne une partie que nous donnons à l'État, dépositaire des pouvoirs publics, qui en retour nous assure notre sécurité collective pour que chacun ne se fasse pas justice, chacun n'assure pas individuellement sa sécurité n'en ayant pas les moyens. Donc, en fait, du devoir du citoyen de donner l'alerte à un policier, aux autorités compétentes, ça, c'est la norme, c'est ce qu'on voudrait en fait. La coproduction de la sécurité va au-delà de ce simple principe selon lequel, si je suis dans une maison, je vois des gens extrêmement bien habillés, ou je ne sais peut-être pas délabrés, mais qui roulent des voitures de luxe, qu'on ne voit qu'en journée, qu'on ne voit pas dans la nuit, vous savez, naturellement, l'instinct humain et l'intuition, rien que ça, nous suffisent pour suspecter ou soupçonner des choses. Mais Dieu merci, nous avons la raison pour analyser, et cette raison, les autorités compétentes en matière de sécurité l'ont mieux en matière de la question dont nous débattons ce matin. Mais écoutez, au-delà du flair d'un citoyen normal et de son obligation de dénonciation, la coproduction de la sécurité, c'est la formation spécifique de certaines entités de la société. Les chefs villages, des personnes détentrices d'autorité, des notables, des gens qui, dans un milieu, ont l'œil avisé, ont l'oreille bien attentive, ont le système d'information où sont exposés ou surexposés aux informations et aux nouveautés de la société, de la cité, de sorte à ce que ces personnes, sans défiler dans les commissariats matin, midi et soir, soient quand même des bras opérationnels de la police républicaine ou des autres systèmes de défense et de sécurité. Justement, parce qu'ils ne sont pas payés pour cette cause, parce que c'est un travail social et humain, citoyen, je préfère ça. C'est parce que c'est un travail citoyen qu'on leur demande. En retour, je crois que que la stratégie n'est pas encore peut-être à ses beaux jours chez nous. Ça prend, mais ça va encore de l'aide. Parce que vous savez, les brigades civiles ou les initiatives isolées comme
les volontaires de la patrie que vous avez au Burkina, des civils qu'on associe à la sécurité collective, ça, ce n'est pas de la coproduction de la sécurité. Non, ça, c'est plutôt d'autres concepts de sécurité. C'est-à-dire, je suppose, les brigades civiles que nous avons connues dans certaines régions. Non, ça, c'est une autre forme de sécurisation avec les civils. Vous savez, les brigades civiles ont l'histoire, ont la peau dure dans l'histoire du monde. Vous connaissez les tontons Macoutes, avec Chimère, tout ça, en Haïti. Hein. On connaît un peu l'histoire du monde. Ça, c'est une autre façon de voir la sécurité. La coproduction de la sécurité ne s'inspire pas forcément de ces modèles. C'est plutôt laisser les forces de défense et de sécurité assurer leur rôle, mais avec des rallonges, un appui vraiment, un griffe institutionnel à l'intérieur des populations. Et les gens sont outillés pour, vous savez, on a des organismes onusiens, des organismes internationaux qui forment suffisamment. Et aujourd'hui, quand vous voyez les quelques études qui sont faites dans notre pays sur le terrorisme, c'est la bonne dame du quartier qui fait 10 fois le chiffre d'affaires qu'elle a fait l'année d'avant, juste à cause de l'installation d'une certaine bande dans le quartier. Elle est même prête à donner sa fille en mariage à cette bande dont elle ignore l'activité. C'est de l'altruisme et de la charité exorbitante. Ou de la charité exorbitante dans des milieux où la pauvreté est extrême, et il y a une complicité tacite des habitants et des riverains, des voisins de ces personnes. Ce sont les formes que, quand vous voyez les études sur le rôle de la femme dans la radicalisation et dans les processus d'extrémisme violent tels que documentés par les organismes que nous connaissons, des organismes de la place, quand vous voyez le rôle de la femme, c'est parfois même des gens qui sont restauratrices, confessionnent à la limite des réfectoires, transforment leur maison en des réfectoires pour ça, ou sous la menace de l'enrôlement de leurs enfants. Voilà. Donc, en fait, toutes ces formes de la question sécuritaire nous amènent à vraiment voir de près la coproduction de la sécurité. Alors, Franck Aounou, comment la population doit jouer ce rôle avec les forces de défense et de sécurité? Non, je pense que c'est... Moi, je qualifie ça d'un contrat en griffe bilatérale. C'est-à-dire que, force de l'ordre, je vous donne des renseignements, vous assurez ma sécurité, mais avant, il faudrait que, disons, tout cela soit fait dans une certaine confidentialité. Parce que si jamais l'autre, le voisin d'à côté qui est Gaïman, qui a des activités illicites, il sait que moi, j'ai porté l'information vers... Qui profite à tout le monde. Oui, qui profite à sa famille et tout. On sait dans le quartier que j'ai la langue trop pendue et que je suis allé confier des choses à un policier. Alors, je suis cuit dans ce quartier-là. Donc, c'est dire que on doit travailler à ce que l'information qui circule soit véritablement dans un couloir, et que ce couloir-là soit seulement emprunté par celui qui donne l'information et celui qui s'en sert. Parfois, ça n'est pas le cas parce que on voit des situations, on vit des situations dans nos quartiers où tout de suite, quand l'information fuite, on sait que c'est telle personne. Comment c'est arrivé? Ça veut dire qu'à un moment donné, le système, le mécanisme a failli. C'est là même que se pose le problème. Deuxième chose, les forces de l'ordre, il y a des policiers qui ne connaissent pas la loi et qui ne s'approprient pas, qui n'appréhendent pas, disons, les réalités du terrain. Lorsque vous prenez quelqu'un, par exemple, dans un quartier, ce n'est pas forcément le brutaliser, ce n'est pas forcément chercher à l'amener au poste de police qui va faire de vous le meilleur policier de votre temps. C'est d'abord de l'amener à comprendre que ce qu'il a fait là, que c'est mauvais. Ce qu'il a fait, ça ne se fait pas. Et moi, je connais des policiers qui, devant moi, ont arrêté des gens, mais qui les ont sensibilisés d'abord. Ça n'est pas le cas dans leur rang à tous. Il y en a qui arrêtent et leur première réaction, c'est soit de dire à la personne, venez au commissariat, faites ci, mais sur place, on peut sensibiliser. Et lorsque vous sensibilisez bien, je ne crois pas que la personne puisse reprendre. Ça aussi, c'est de la méthodologie, ça aussi, ça doit être dans leur pratique, on doit leur apprendre cela à l'école. Donc, on n'a pas souvent ça, ce qui fait qu'il y a toujours des gens aujourd'hui qui refusent, qui ont des souvenirs, qui ont des antécédents avec des forces de l'ordre, qui ne leur permettent pas d'aller vers elles pour leur confier des informations. Si la coproduction de la sécurité doit réussir, je pense que ça dépend en grande partie des forces de l'ordre, des policiers qui doivent changer leur façon de faire,
qui doivent amener les populations à les adopter, à pouvoir les considérer comme des gens qui sont des boucliers pour elles, et non comme des gens qui viennent réprimer pour réprimer, qui viennent quand ils débarquent, ils créent la peur dans tout le quartier. Ça doit se faire autrement. Et donc la gestion de l'information, ce qu'on en fait, c'est très important pour moi. Anissé Kalosuki, dans cette interaction, comment on s'assure pour que les choses ne débordent pas? Il n'est pas rare de voir la population aussi, comment on dit, rendre justice, parce qu'elle estime que, par exemple, que la police n'a pas joué son rôle. C'est tout à fait vrai. Et d'ailleurs, même lorsque la police a joué son rôle, la population estime parfois que ce n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Donc, moi, je considère que le problème qui se pose, le problème majeur qui se pose, c'est la sécurité des personnes qui renseignent. En fait, William l'a dit, il y a un certain nombre de points focaux qui ont été identifiés, qui ont été formés et qui fournissent l'information à la police. Et c'est pour ça que vous verrez que les terroristes souvent menacent les chefs de quartier, les chefs de village et les porteurs de responsabilité. Voilà, les porteurs de responsabilité. Et c'est pour ça que plutôt que de chercher juste à leur dire, bon, donnez-nous l'information pour sécuriser votre localité, on pourrait aborder d'autres approches, parce que face à quelqu'un qui leur donne beaucoup d'argent et qui menace, soit tu prends l'argent, soit tu donnes l'information et moi je te tue. Face à ça, quelle est l'attitude que peut avoir le responsable qui reçoit cette menace, et quelle garantie a-t-il que, en choisissant de donner l'information, sa sécurité est assurée? Il y a déjà eu des responsables de ce niveau-là qui ont déjà été tués. On a vu lors des attaques des chefs de village qui ont été tués, parfois même avec toute leur famille. Et quand c'est comme ça, il faut que les forces de défense et de sécurité trouvent le moyen de garantir aux citoyens informateurs la sécurité après que l'information ait été donnée. Ailleurs, nous avons des dispositifs qui assurent la sécurité à ces personnes. On met des éléments à leur disposition pour leur propre sécurité et celle de leur famille. Ah ben, je ne sais pas pendant combien de temps vous allez mettre des éléments. C'est une façon de les exposer. Évidemment. Tout doit se faire dans la discrétion. Évidemment. Et il y a une présomption collective selon laquelle le chef de village est le premier informateur pour l'administration sur place. Et c'est justement pour ça qu'ils sont des cibles. Il y a une étude sur les revenus de l'enrôlement à l'extrémisme violent. Mais écoutez, les gens, ils n'en peuvent plus. Ils ont envie de revenir à la maison. Mais le regard de la société est suffisant pour qu'ils ne déposent pas les armes, pour qu'ils se disent, attention, si j'y retourne, il n'y a pas de chance pour moi. Et non seulement que je retrouve ma place. Justement, non seulement je serai traqué par ceux-ci, mais en retour, l'hospitalité ne sera pas au rendez-vous. Vous savez, le terrorisme, je me dis, je ne sais pas, si on y voit de près, avec les quelques informations, ces quelques petites informations que nous avons, à y voir de près, c'est un mal trop grand. C'est pour ça, quand on est à Cotonou, on a l'impression que le chef de l'État ouvre son discours sur l'état de la nation, sur le manque de satisfaction sur la question terroriste, et comme essayer de faire de l'équilibre. Non, c'est un mal. Bon, Cotonou est, je ne sais à combien de kilomètres de Banikwara, près de 700 kilomètres de Banikwara. Mais écoutez, c'est quand on est à Cotonou qu'on pense que c'est à 700 km. Quand on est dans la commune de Banikwara ou dans une commune environnante, quand on vit à Kandi, quand on vit dans les deux capés, quand on vit, voilà, parlant des deux capés, c'est voilà une zone même avec d'autres formes d'extrémisme violent. La question des écoles, des édifices publics, des établissements publics, des préposés de services administratifs qui sont déjà identifiés comme les attaques de postes de douane que vous avez pu voir à des moments donnés. Bref, les symboles de l'État, voilà, je trouve une expression, les symboles de l'État, des choses comme ça, ça ne passe pas inaperçu. Il faut être ici dans la grosse quiétude pour ne pas s'en rendre compte. De ce point de vue, je dis... on peut davantage y mettre les moyens. Un dernier tour de table sur cette proposition de monsieur qui nous regarde. Il trouve que les temps sont dangereux et qu'il faudrait que le modèle américain où on confie une arme à chaque citoyen pour assurer sa propre sécurité serait la meilleure des choses. Franck Aounou, réaction. Je suis totalement pas d'accord avec ce citoyen.
Parce que si vous donnez la possibilité à certains citoyens d'avoir des armes, de porter des armes sur eux, eh bien, vous allez construire une société où il n'y aura aucun homme. Parce que, c'est vrai, vous savez quand vous lui remettez l'arme, mais ce qu'il va en faire dans l'instant d'après, vous ne pouvez pas l'imaginer. Quand on parle des États-Unis, c'est des gens, par exemple, de petits gamins qui peuvent ouvrir le feu sur leurs camarades à l'école, ou si la maîtresse lui parle un peu mal, lui fait des reproches, le gamin peut sortir son arme et fusiller devant tout le monde. Pour vous, c'est long. Donc, moi, je pense que on n'a pas encore atteint ce niveau de culture, et si jamais on s'aventure à donner des armes à tout le monde, encore que il y a la maîtrise de soi. Tout le monde n'a pas la maîtrise, tout le monde n'a pas le tempérament qu'il faut, la tolérance. Donc, il faut d'abord rechercher ces ingrédients au sein des populations avant d'adopter de telles mesures. Anissé Kalosouké. La question est très simple. Est-ce qu'avec chaque citoyen armé, les Américains sont plus en sécurité? Je ne crois pas. Parce que tous les jours, on en apprend sur les problèmes de sécurité là-bas. Donc, ce n'est pas la solution que d'armer chaque citoyen. Encore qu'il y a une procédure pour avoir un permis de port d'armes, et que cette procédure intègre un certain nombre de paramètres pour voir l'état psychologique de la personne et tout ça. Mais lorsque nous sommes face à un phénomène qui endeuille les familles et que quelqu'un s'arrange pour avoir une arme, n'allez pas lui dire de tenir compte du fait que son parent défunt a passé par perte et profit. Lorsqu'il a une arme, il va s'en servir contre toutes les personnes qu'il considère comme étant les auteurs de l'assassinat de son parent. William. Si vous voulez que des rivaux se fusillent en plein cœur de Cotonou, pour une petite copine de 18 ans, laissez les gens avoir des armes pour le terrorisme. Ou si vous voulez que des créanciers ou des débiteurs agacés règlent des problèmes. Bref, si vous voulez une société de règlement de compte à la colombienne ou à la je ne sais quel autre État, il faut autoriser ça. Par contre, souvenez-vous, les forces de défense et de sécurité non seulement sont formées pour manier les armes, mais sont armées. Et pourtant, le terrorisme a raison d'eux. Donc, ce n'est pas le civil armé. Voilà un phénomène qui a besoin de solutions holistiques. Ce n'est pas un phénomène individuellement pris. Et même les États individuellement pris ne peuvent pas lutter contre le terrorisme parce que ici où nous sommes au Bénin aujourd'hui, on peut dénombrer au moins 4 groupes dans la sous-région. Vous voyez, le JNIM que je connais, je l'ai connu sur les médias internationaux. Je n'ai jamais vu le JNIM revendiquer une attaque au Bénin. Aujourd'hui, le JNIM revendique une attaque au Bénin, comme au nord du Nigeria, comme en plein Sahel. Donc, posons-nous des questions sérieuses. Ce n'est pas individuellement pris. Merci beaucoup, messieurs, pour nos échanges. Après nous, ça va être la revue de presse. Merci de nous avoir suivis. Demain, on se retrouve également pour notre aventure à 13h, le 13h au Bénin, et puis 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt. Mesdames et messieurs, bonjour. Face à la polémique générée par ces interprétations du TOFA 2025, David Kofi Aza est désavoué par ses pairs du comité des rites vaudou. Nous apprend ce matin libre. C'est à travers un communiqué signé de son président, le professeur Maouyon Kakpo, que le collège des Boukonon a fait savoir que les interprétations faites par le prêtre du Fa n'engagent que lui. Après avoir exprimé ainsi sa désolidarisation, le comité des rites vaudou du Bénin rassure l'opinion nationale et internationale de son attachement aux traditions ancestrales dans le respect strict des lois de la République. Cette information est confirmée par plusieurs canards sortis ce jour, dont le pays émergent qui annonce par surcroît des poursuites judiciaires à l'encontre de David Kofi Aza. À milieu de cette actualité, une délégation gouvernementale a rendu visite hier aux victimes de l'explosion de gaz d'Akpakpa. Le matinal indique qu'il s'agit de 3 membres de l'exécutif,
le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le ministre de la Santé et celui des Affaires sociales et de la microfinance. L'objectif de cette visite effectuée au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga de Cotonou est de manifester le soutien du gouvernement et de la nation aux victimes du drame et s'enquérir de l'évolution de leur prise en charge. Au total, 150 personnes ont été admises aux soins suite à l'explosion qui a entraîné 2 morts, précise le quotidien, avant d'ajouter que le Haut Commissariat à la prévention de la corruption lance un appel aux autorités compétentes pour la mise en œuvre d'une enquête approfondie. L'autre drame qui continue de défrayer la chronique est celui de l'attaque terroriste du 8 janvier 2025 à Banikwara, dans la zone du Point Triple, à la jonction des frontières entre le Bénin, le Niger et le Burkina Faso. Fraternité rapporte que lors de la réunion de crise des forces armées béninoises, une difficulté majeure a été identifiée. L'absence de collaboration militaire effective entre les 3 pays. Le haut commandement militaire béninois est alors parvenu à la conclusion selon laquelle une coordination régionale renforcée pour contrer la montée en puissance des groupes terroristes dans la région est sine qua non. Restons, mesdames et messieurs, sur l'échiquier sécuritaire pour évoquer cette fois-ci son volet routier. Le télégramme nous révèle que bientôt 56 radars seront déployés pour un renforcement de la sécurité routière. En attendant la matérialisation de ce projet, dans le secteur des médias, l'identité des candidats présélectionnés pour diriger les organes publics est connue. Par décision du 8 janvier 2025, les résultats de la phase de présélection ont été publiés par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Les postes en compétition sont ceux de directeurs généraux et de directeurs de la Société de radio et de télévision du Bénin, SA, et l'Office national d'imprimerie et de presse. Une information signée l'emblème du jour. Pour Dynamisme Info, de grandes figures de la scène médiatique sont présentes. Achevons ce point de l'actualité par des nouvelles de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Olivier Bokor et Oswald Omeki, précédemment collaborateurs du président Patrice Talon, seront fixés sur leur sort mardi 21 janvier 2025, nous révèle le matinal. Le Canard rappelle que les 2 hommes sont poursuivis dans le cadre de l'affaire tentative de coup d'État. 24 heures avant, s'ouvrira le procès de Carlos Adouano dans le cadre du dossier de disparition de 4 milliards de francs CFA à la Direction générale des impôts, rapporte la fiche du jour. Fin de la revue de presse de ce mercredi 15 janvier 2025.